Sur les traces du vivant. Un podcast du Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anne-Laure Ganac. Sur les traces. Sur les traces. Sur les traces du vivant. Qu'est-ce que le vivant ? Qu'est-ce que cette notion recouvre exactement ? Peut-on cerner les contours du vivant ? Peut-on en reconnaître les traces ? Je poursuis mon enquête sur les traces du vivant. Aujourd'hui, je rends visite à Céline Weyermann. Elle est professeure ordinaire à l'École des sciences criminelles à l'Université de Lausanne. Son truc, à elle, ce sont les sciences forensiques. Mais qu'est-ce que c'est exactement que les sciences forensiques ? Donc la science forensique, c'est l'étude des traces, si on veut prendre une définition raccourcie. Et puis, plus particulièrement, je travaille en ce moment sur des projets qui concernent les traces, les résidus de tir, les traces papillaires, donc les traces digitales ou l'empreinte digitale, et puis tout ce qui est traces de polluants dans l'environnement, dans les eaux, dans les rivières. Donc on part avec vous directement de la notion de trace. Alors, la trace, c'est le concept qui est au cœur du THEMA, ce programme qui est développé au sein du Collège des Humanités et dans lequel effectivement ce podcast s'inscrit. Mais ce qui m'intéresse avant toute chose, avant qu'on arrive vers la trace, c'est la notion de vivant. Comment est-ce que, partant de votre travail, vous définissez le vivant ? Est-ce que c'est sur les traces du vivant que vous êtes lancée, au fond, Céline Weyermann ? Alors, c'est vrai que j'y ai jamais pensé sous cet angle-là, mais on peut le voir ainsi. On définit en quelque sorte la trace comme étant les vestiges d'une activité ou d'une présence. Et cette activité, cette présence va souvent être humaine, en effet. Même si les traces peuvent aussi être des traces d'objets, l'objet est utilisé par l'homme. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on travaille sur des traces du vivant. Et en effet, dans notre discipline de la science forensique, on va s'intéresser plus particulièrement, en fait, à tout ce qui est un petit peu déviant. Je vais dire, on parle en anglais de harmful activities, et donc tout ce qui va sortir de la norme et qui perturberait la société et les autres êtres vivants, en quelque sorte. Sur les traces. Et en quoi est-ce que les traces que vous repérez vous parlent plus précisément du vivant et de son évolution peut-être ? Oui, alors il y a la notion d'évolution, même si nous on le voit pas sous l'angle historique. Ici, il y a une évolution dans les traces qu'on va observer en fait du vivant et dans les activités humaines, les activités du vivant. En fait, les activités humaines vont créer des traces différentes, et puis nous on va regarder toutes les traces de ces activités un peu hors normes dont je parlais, et donc en fait, par exemple, qui sont liées à des crimes, mais ça peut être des accidents, ça peut être des incidents, des choses qui sont pas encore réglementées. Et puis, les traces qui sont très connues du grand public, comme l'empreinte digitale, mais que nous, on va appeler trace parce que on différencie la trace de l'empreinte. Parce que pour nous, la trace, c'est en fait une trace donc, qu'on va laisser par inadvertance et qui n'est pas contrôlée, qui peut être fragmentaire et qui n'est pas forcément représentatif de sa source, donc par exemple du vivant, en quelque sorte, qu'il a laissé, de l'action ou de la présence qu'il a laissée. Alors que l'empreinte est contrôlée, on la laisse à titre de comparaison ici. Et donc, c'est pas une des premières traces. Si on lit Sherlock Holmes, on va avoir les traces de semelles, qui sont les traces de pas. Les chasseurs ont beaucoup utilisé les traces de pas d'animaux pour suivre en fait ces animaux, comprendre effectivement leur vie et pouvoir les retrouver, pour pouvoir les chasser. Et puis, on va avoir les traces de sang, par exemple, quand on saigne, etc. Mais ensuite, on a la trace papillaire qui va être découverte plus ou moins au début des années 1900. Et qu'on va beaucoup étudier, beaucoup utiliser. Puis on va avoir l'ADN vers les années 85. Et puis aujourd'hui, on a vraiment toutes ces traces numériques qui vont être partout. On parle de traçabilité, notamment des activités, des actions. Et puis on va avoir un nombre considérable de traces qui sont nouvelles, en fait, qui sont dues à la fois aux nouvelles technologies, donc au changement de vie, mais aussi au fait que nous, on va essayer de retrouver ces traces. Sur les traces.
À quoi est-ce que vous reconnaissez qu'une trace est hors norme? Vous avez dit plusieurs fois cela, ce sont des traces hors normes. On dit souvent que c'est la trace qui n'appartient pas à son environnement habituel. Et donc, en fait, c'est pas si évident, hein. Ça, c'est la base même de la science forensique. On part du principe que toute activité va laisser une trace. Dès qu'une personne va faire une activité, va bouger, hein, marcher ou même respirer, elle va laisser une trace. Et puis, nous, notre but, c'est que quand on va investiguer une activité qui est hors norme, qui peut être par exemple un cambriolage, qui pourrait être un meurtre, on va en fait rechercher les traces qui sont liées à cette activité-là. Et donc, on va vouloir les différencier du bruit de fond. Donc, il faut qu'on ait une bonne connaissance du bruit de fond, hein, quelles traces on s'attend à découvrir dans un environnement, et puis quelles sont les traces qu'on va s'attendre à retrouver par rapport à l'activité qu'on va investiguer. Donc, si je vous entends bien, Céline Weyermann, tout vivant, pour reprendre notre concept, laisse des traces malgré lui, ce qui distingue le mot de la notion d'empreinte, mais vous arrivez à voir la différence entre les traces qu'il laisse malgré lui et qui sont les mêmes pour tout le monde, tout le temps, tous les jours, des traces d'une expérience hors norme. Oui, alors on y arrive, oui, c'est notre but. On va pas forcément retrouver toutes ces traces, hein. C'est difficile d'être exhaustif. On va utiliser plusieurs concepts. Donc il y a l'idée notamment, hein, des unités de temps, de lieu et d'action. Et donc on va regarder finalement où a eu lieu l'action. Typiquement, par exemple, dans un cambriolage, la personne a dû entrer finalement dans l'appartement, par exemple, ou dans la maison, va peut-être être entrée par la porte ou la fenêtre, mais a dû peut-être la casser, en fait, et on va rechercher, en fait, dans ces points déjà d'entrée, des points de contact, en quelque sorte, hein, on va rechercher des traces. Des traces de sang sont en général hors normes, hein. Une personne, si elle saigne chez elle, elle va nettoyer ses traces, et donc on va retrouver aussi des petites traces, justement, qui semblent sortir un petit peu de l'ordinaire par rapport à l'activité qu'on investigue. Au niveau du temps, effectivement, vu que ça soit quelque chose qui soit contemporain à l'activité qu'on va étudier, et donc on va essayer de cibler sur des méthodes de détection qui permettent de ne pas trop retrouver des traces anciennes. Alors c'est pas si facile que ça, mais ça peut aider ici, notamment si vous pensez peut-être à un exemple très visuel, la poussière. On fait pas toujours la poussière tout le temps sur nos meubles, mais peut-être que s'il y a eu un cambriolage et que quelqu'un a fouillé, il a déplacé des choses et il y aura de la poussière qui aura été déplacée. C'est un concept très connu aussi de Sherlock Holmes, et donc là on va avoir quelque chose qui est lié au temps, par exemple. Et puis finalement dans l'action, effectivement l'action qu'on investigue. Si on investigue un cambriolage, un viol, un meurtre, on va pas chercher le même type de traces. Et là, on va aussi utiliser des techniques qui vont nous permettre aussi d'agrandir, donc une loupe, hein, par exemple, sur les lieux, ou simplement des luminosités différentes qui nous permettront de détecter ces traces. Sur les traces. Céline Weyermann, qu'est-ce que ce travail sur les traces vous a appris sur le vivant, sur notre espèce en tout cas? Alors, beaucoup de choses, je pense. C'est difficile de les résumer parce que c'est vraiment, il y a tout un tas d'aspects différents, hein. Je pense que nous, à l'école des sciences criminelles, on a 2 disciplines principales, je dirais, hein. C'est la science forensique, c'est ce qu'on voit peut-être dans les séries, les experts, donc les personnes qui vont venir notamment sur les scènes de crime, prélever les traces, et puis essayer de faire parler ces traces ensuite, hein, au laboratoire ou en les interprétant. Et on a aussi la criminologie qui va plus s'intéresser au comportement humain qu'il y a derrière. Donc toute la psychologie humaine, on la laisse un petit peu de côté en général, mais on va essayer de retrouver ce qu'on appelle des patterns, des tendances répétitives dans les traces qu'on va laisser des activités normales. Et typiquement dans le numérique, ça va être très utile. Par exemple, les traces qui sont laissées par un retrait au bancomat. Vous allez retirer de l'argent, vous allez
regarder la balance de votre compte, combien il reste, et ensuite effectuer un retrait. Ça, c'est assez typique. Des personnes qui vont voler des cartes vont en général regarder la balance sur toutes les cartes, effectuer un certain nombre de retraits avant minuit et un certain nombre de retraits après minuit. Et donc là, on a une sorte de pattern qui change du vivant. Donc on va s'intéresser en fait à des comportements, mais ça peut être un cheminement dans un appartement qui serait normal, et essayer de les distinguer d'un cheminement qui serait différent. Ce que nous, on retient des traces, il y a des patterns, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont spécifiques à chaque activité, à chaque cas en fait investigué. Et donc c'est une diversité énorme en fait qui n'est pas facile à reproduire. Oui, donc nous sommes prévisibles, mais pas tant que ça tout de même. Il reste des spécificités. Oui, tout à fait. Oui. Là, on parle des traces humaines, puisque c'est ce qui vous intéresse. Effectivement, vous investiguez, comme vous dites, sur des situations exceptionnelles de crimes ou autres. Mais j'imagine que sur ces scènes-là, il y a aussi des traces non humaines. Alors oui, tout à fait. Alors, on a un exemple typique où on voit effectivement une personne qui va s'enfuir d'une scène de crime en laissant des traces dans un jardin. Et puis, avec le temps, ces traces vont être recouvertes de traces d'animaux, des petits oiseaux qui passent, un renard, une voiture peut-être qui passe, des feuilles mortes qui tombent sur les traces. Et on va perdre doucement cette information au fil du temps. Et on va avoir une confusion des traces. Donc effectivement, on va retrouver tout un tas de traces quand on cherche les traces humaines. Et beaucoup de traces d'objets aussi, en quelque sorte. Au niveau des questions environnementales que je traite maintenant nouvellement dans mes recherches avec un collègue, on va avoir ici aussi pas mal de traces qui a trait aux animaux, parce que finalement, quand je disais des comportements déviants, une pollution n'est pas forcément un comportement déviant dans notre société actuelle, mais elle va causer des dommages à l'environnement, et notamment aux poissons, aux écrevisses, aux petites bêtes qui habitent un cours d'eau. Et là, on va étudier en fait ces animaux, alors pas forcément moi ici, mais avec des biologistes ou des personnes spécialisées, pour voir en fait l'impact des activités humaines, des pollutions sur ce vivant en quelque sorte qui est autre que humain. Sur les traces. Céline Weyermann, quelles traces est-ce que ce travail laisse sur vous ? Beaucoup, mais c'est des traces très invisibles qui sont plutôt dans l'esprit. La motivation du chercheur à comprendre toujours plus comment les choses se passent et comment on peut améliorer finalement les conditions du vivant, je dirais, les conditions de vie pour l'être humain, pour les animaux. Et donc c'est un petit peu une volonté d'utiliser la trace pour mieux comprendre les problèmes et puis essayer de les résoudre. J'avais lu quelqu'un qui disait que le mieux, ça serait de laisser le moins de traces possible, en fait, sur ce monde, et puis d'être plus observateur. Et je pense qu'ici, il y a peut-être quelque chose à reprendre. On va pas non plus ne rien faire, mais de se dire, quand je laisse une trace, je suis consciente de la trace que je laisse et de l'impact qu'elle a sur les autres. Céline Weyermann, qu'est-ce qui, pour finir, manquerait à votre définition du vivant ? Pour compléter votre définition du vivant, vers qui vous tourneriez-vous ? Dans mon métier, actuellement, on peut toujours faire plus et se tourner vers plus de gens. C'est vrai que, notamment sur les parcours de vie, dans le parcours donc du vivant, en quelque sorte, il y a des choses très, très intéressantes. Je pense que les choses se passent plus dans l'interaction, donc je serais pas dans l'idée de définir plus le vivant. Je pense pas que j'en ai forcément besoin, mais de le comprendre mieux, peut-être. Donc, vous tourneriez vers les sciences sociales, la psychologie, peut-être ? Je pense que oui, parce que avec ces sciences sociales et humaines, on va pouvoir mieux comprendre comment mieux vivre, en fait, avec les nouvelles technologies, qui vont pas nous améliorer la vie toute seule, en quelque sorte. Merci beaucoup, Céline Weyermann. Avec plaisir.